What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Money! Chères auditrices et chers auditeurs, je vous propose un nouveau podcast où nous allons nous intéresser aux blockbusters américains, qu'ils soient grandioses ou absolument affligeants, car ce sont des produits commerciaux aux enjeux majeurs pour les majors, appliquant les logiques mercantiles et cosmétiques d'Hollywood, même quand celles-ci tournent à l'absurde. Dans cet épisode d'Hollywood's Bull, nous allons nous intéresser aux audaces que s'autorisent trop rarement les studios, en termes de violence, de sexe et d'humour graveleux, au risque de devoir assumer une production au mauvais goût flagrant et parfois savoureux. They erased your identity and implanted a new one. If I'm not me, who the hell am I? He's got a hologram! Welcome to Johnny Cab. Drive! Where can I take you tonight? Please fasten your seatbelt. I want Clay delivered alive for reimplantation. That's for making me come to Mars. You wouldn't hurt me. After all, we're married. Consider that a divorce. Soyons clairs, il n'est pas question ici de distinguer et de hiérarchiser les goûts de chacun en matière de divertissement hollywoodien, mais plutôt de s'accorder sur ce qui participe d'un mauvais goût volontaire et assumé par les cinéastes et les producteurs pour rendre compte d'une certaine esthétique et d'un mode de vie occidental propice aux outrances, au kitsch et au mélange détonnant entre culture populaire et art pompier. Le mauvais goût devient dès lors le parti pris d'un projet cinématographique, le regard d'un cinéaste sur le territoire américain dans lequel il officie et qui attend de lui une inspiration et une productivité. Paul Verhoeven est l'exemple parfait de ces trop rares réalisateurs qui ont réussi à imposer leur vision de la société américaine et leur lucidité quant au paradoxe de l'industrie avec laquelle ils sont censés composer entre liberté artistique et contrainte de format. Dans un pays où des catcheurs en slip fluorescent font sale comble, où l'on peut se gaver de poulet frit et de coca devant des joutes médiévales d'opérette, où un sosie bedonnant d'Elvis peut bénir votre mariage express à Las Vegas, Verhoeven, le néerlandais subversif, l'européen considéré en auteur, n'est pas venu pour s'assagir. Si les studios hollywoodiens l'ont fait venir au milieu des années 80, c'est parce qu'il apporte une plus-value par rapport aux simples exécutants, et ils doivent par conséquent assumer cette spécificité. Une personnalité artistique qui saute aux yeux des spectateurs de Total Recall, sorti en 1990. Now this is the plan. Get your ass to Mars. Then go to the Hilton and flash that Brubaker ID at the desk. That's all there's to it. Just do what I tell you, and we can nail that son of a bitch who fucked you and me. I'm counting on you, buddy. Don't let me down. S'il fut un temps envisagé de confier cette adaptation de Philip K. Dick à David Cronenberg avec Richard Dreyfuss dans le rôle principal, Verhoeven habille finalement le corps prodigieux d'Arnold Schwarzenegger d'une chemise hawaïenne pour le faire évoluer dans un univers choc et baroque où l'on croise toutes sortes de mutants au design saisissant, dont une prostituée dotée de 3 seins. Cela ne pourrait être qu'un détail amusant, mais en réalité, il en dit long sur la façon dont Verhoeven travaille la chair à l'écran, parmi les matières plastiques de son projet artistique, questionnant nos limites esthétiques, nos désirs et nos répulsions de spectateurs. Scandaleux, jouissif, ou les deux à la fois, Verhoeven pousse son jeu transgressif au-delà des limites pour l'intégrité du corps humain, en montrant les victimes collatérales des scènes d'action piétinées ou utilisées pour parer les coups de feu. Et en parlant de respect pour le corps humain, avez-vous revu Bad Boys 2 dernièrement ? 20 ans après la sortie de ce buddy movie sous amphétamine, on hallucine en voyant les cadavres balancés en plein milieu d'une scène de poursuite, et le cadavre d'une bimbo prétexte à des plans complaisants et des remarques salaces de la part d'un flic sous psychotrope. Et la race humaine n'est pas la seule à inspirer ces images perturbantes à Michael Bay, puisqu'il s'autorise même un plan sur un couple de rats s'accouplant en missionnaires. What could go wrong with that? With you alive. I can't be in a gunfight every day. We just want to talk. You want to talk? Well, go ahead. They can't hear you because they're still shooting at you. You all right, man? Bullets, man. Oh. Le cerveau du clipper californien était-il en surchauffe à cette époque ? Eh bien, on est tenté d'expliquer ce pétage de plomb en rappelant que son précédent blockbuster, Pearl Harbor, était programmé par Disney pour être le nouveau Titanic, plein de nobles sentiments romantiques et patriotiques.
Hélas, Pearl Harbor fut loin de remporter un succès public et critique digne du chef-d'œuvre de James Cameron, et par la suite, Bad Boys 2 aurait donc été le contre-coup de cet échec, grâce auquel Michael Bay aurait jeté au feu son costume mal taillé de cinéaste respectable pour les fresques historiques à Oscar, et aurait plongé avec jusqu'au-boutisme dans son rôle d'entertainer de destruction massif, pour lequel, il faut bien l'avouer, il semble faire montre de bien plus d'inspiration et d'ambition. Du moment qu'il assure à travailler la forme, ou plutôt les formes du film d'action, en garantissant l'esthétique et l'état d'esprit cool cher à Jerry Bruckheimer, ce dernier, autant que les patrons de la Columbia, peuvent estimer qu'il a fait le job correctement. Si Michael Bay a pu enchaîner les blockbusters jusqu'à la fin des années 2010, Joe Dante s'est lui aussi servi du mauvais goût comme un exutoire face aux exigences subies pour mener une carrière au sommet de l'industrie du divertissement. Mais à contrario de Bay, ses producteurs n'ont pas franchement validé le délire de Gremlins 2, et sa carrière en a quelque peu pâti. They're mutating. Sir, is the building on fire? No, that's a false alarm. Are you trying to panic New York City? Absolutely not. So the monsters are real? I didn't say that. Gremlins 2. The new batch. Now, was that civilized? No, clearly not. Fun, but in no sense civilized. Tourné dans la Trump Tower, le building de Donald Trump à New York, à l'époque où ce dernier n'était pas encore présidentiable, mais déjà connu comme personnalité publique, bling-bling et grotesque, Gremlins 2 est une sorte de maelstrom hystérique et burlesque, dont jaillissent pêle-mêle un dromadaire, le catcheur Hulk Hogan, et un Gremlins féminin outrageusement maquillé et agressant sexuellement un humain. Joe Dante donne libre cours à la violence ludique et à une attitude de sale gosse, évidemment héritière des Looney Tunes qui ont tant marqué sa mémoire de cinéphile. Et Gizmo, la mascotte du premier opus, n'est pas épargnée par la folie destructrice du réalisateur. Agacé d'avoir vu cette création lui échapper, être récupérée par les démons du marketing et considérée par le public comme une adorable peluche. Avec ce sequel, Dante entend bien rappeler au spectateur l'état d'esprit anarchique du premier volet, où ces monstres proliférants sèment le chaos dans une petite ville bien sage des États-Unis. Une petite ville comme on en trouve généralement dans les productions de Steven Spielberg, qui, tiens, justement, permet à Michael Bay de lancer la franchise lucrative des Transformers peu de temps après Bad Boys 2, mais qui, quand il assista à une projection de Gremlins 2, accusa Joe Dante de sabotage et se demanda même si ce dernier ne se foutait pas ouvertement de sa gueule en commettant une sorte de cinéma Spielbergien plus fou, plus foutraque et plus extrême que 1941 et toutes les productions Amblin réunies. Okay, you guys, listen up. People pay good money to see this movie. When they go out to a theater, they want cold sodas, hot popcorn, and no monsters in the projection booth. Do I have to come up there myself? Do you think the Grimsters can stand up to the Hulkster? Well, if I were you, I'd run the rest of Gremlins 2 right now. Sorry, folks. It won't happen again. Pas toujours aisé de trouver une faille dans la mécanique hollywoodienne pour imposer sa folie créatrice. Et chez les cinéphiles, un sentiment déprimant s'accroît au fil des années, l'impression que les blockbusters s'assagissent et prennent de moins en moins de risques sur l'aspect graphique, comme dans le ton avec lequel ils s'adressent à un public infantilisé, qu'il est de moins en moins question de choquer ou simplement de bousculer un peu. On notera quelques exceptions au cours de ces 10 dernières années, telles que Kingsman, la comédie d'espionnage de Matthew Vaughn, dont le niveau de fun lui donne des allures de véritable comics book filmique, où la récompense du héros sera de sodomiser la princesse qu'il est venu délivrer. Un fantasme de geek à hauteur du regard du jeune protagoniste, à peine sorti de sa banlieue londonienne, mais une récompense qui s'explique également par un détournement du cliché éculé du baiser que la demoiselle en détresse concède au héros, ou de l'acte sexuel aussitôt éludé par une caméra et un montage pudique. En adaptant la bande dessinée de Dave Gibbons et Mark Millar, Vaughn comprend d'emblée qu'il doit proposer un récit d'agent secret en alternative au blockbuster des années 2010 et donner une raison d'être à Kingsman en décalage avec les franchises au ton grave, pour ne pas dire solennel, comme les James Bond de l'ère Daniel Craig ou les projets de Denis Villeneuve et Christopher Nolan, tous deux estampillés réalisateurs de blockbusters de bon goût. What do you see? I see potential. Kingsman is an international intelligence agency operating at the highest level of discretion. If you're prepared to adapt, you can transform Into a spy. Interested? Oh, yes. You are about to embark on the most dangerous job interview in the world. We're here to test you to the limit. To enhance your skills.
trained for the evil out there. Toutefois, les blockbusters façon Villeneuve et Nolan n'ont pas encore définitivement éradiqué le mauvais goût à Hollywood, comme en témoigne par exemple l'iconisation du beauf fan de tuning par la franchise Fast and Furious, le cauchemar visuel de l'adaptation de la comédie musicale Cats, ou encore les effets de comédie embarrassants de Venom. Cependant, on peut s'accorder sur le fait qu'il s'agit d'une autre forme de mauvais goût, des choix catastrophiques de direction artistique, moins malicieux et moins savoureux que les audaces d'un Paul Verhoeven ou d'un Joe Dante. On pourra toujours m'opposer l'irrévérence autoproclamée d'un Deadpool, comme contre-pied au blockbuster de super-héros, alternant percées de violence et blagues d'ados attardées de manière un rien trop formulatique. Je vous rappellerai alors que Deadpool disposait d'un budget de 58 millions de dollars, soit le tiers du budget d'un film X-Men, et que par ailleurs, le budget de Kingsman était de 80 millions de dollars, soit le tiers du budget d'un James Bond. En comparaison, Gremlins 2, Total Recall et Bad Boys 2 comptaient eux parmi les productions les plus riches de leurs époques respectives. Reste donc à se demander si Hollywood recommencera un jour à accepter l'audace des cinéastes en cassant joyeusement la tirelire. Mike, there's a papa rat humping the shit out of this mama rat. No, he's straight pile driving her. Now, how is that information going to help me do my job? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast du Blog du Cinéma. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.